Lorsqu'un bateau sombre dans les rivières labyrinthiques de Bornéo, un maître de l'origami se retrouve seul, naufragé dans une jungle qui ne connaît pas la pitié. Sans outils, sans espoir, il ne lui reste que son article. Il devra transformer la délicatesse de la pliure du papier en une science de la survie, en pliant de simples feuilles d'arbre pour créer de l'eau, un abri et un signal vers le ciel. C'est une histoire de transformation, où l'art devient l'arme ultime. Si vous aimez les récits de survie où l'ingéniosité humaine défie la nature, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner. Maître Keto Tanaka n'avait jamais cherché l'inspiration. Il croyait qu'elle se révélait à ceux qui savaient observer le silence. À 70 ans, il était une légende vivante dans le monde de l'origami, un sensei dont les doigts noueux et tachés d'encre pouvaient transformer une simple feuille de papier washi en une créature d'une complexité et d'une vie à couper le souffle. Ces créations n'étaient pas de simples pliages, elles étaient des poèmes, des méditations, des conversations silencieuses avec la géométrie de l'univers. Il n'avait pas besoin de modèles. Il lisait les schémas de pliage dans la structure d'une aile de libellule, dans la spirale d'une coquille de nautile, dans la manière dont un pétale de lotus s'ouvrait au soleil. C'est cette quête de formes pures, de schémas originels, qu'il avait mené au cœur de Bornéo. Il avait lu les travaux d'un botaniste du XIXe siècle qui décrivait les feuilles géantes du Alocasia macrorhizo, des feuilles si grandes qu'un homme pouvait s'y abriter, et dont les nervures formaient des motifs d'une complexité mathématique fascinante. Il voulait les voir, les toucher, comprendre leur structure, et peut-être traduire leur essence en un nouveau modèle, son chef-d'œuvre final. Le voyage était une descente progressive dans un autre monde. Après un vol jusqu'à Kuching, il avait passé 2 jours dans un 4x4 qu'il avait cahoté sur des pistes de terre rouge, s'enfonçant toujours plus profondément dans une jungle de plus en plus dense et primale. Finalement, il avait embarqué sur le Singéputi, le fleuve blanc, un long bateau en bois à fond plat, manœuvré par un guide local taciturne nommé Banyu et 2 jeunes touristes allemands surexcités, armés d'appareils photo et d'un enthousiasme bruyant qui contrastait avec le calme de Keto. Le fleuve était une artère boueuse et sinueuse coupant à travers un mur de verdure impénétrable. La jungle n'était pas un paysage, c'était une présence. Une entité vivante, respirante, qui les observait de ces millions d'yeux invisibles. La chaleur était une chape humide et suffocante, et l'air était saturé des odeurs de terre mouillée, de végétation en décomposition et de fleurs exotiques au parfum entêtant. Le son était une symphonie assourdissante et continue, le cri rauque des calaos, le bourdonnement de milliers d'insectes, le cri étrange des singes nasiques dans la canopée, et le clapotis constant de l'eau contre la coque du bateau. Keto était assis à l'avant, imperturbable, son petit carnet de croquis à la main. Il ne dessinait pas le paysage, mais les motifs, la fractale d'une fougère, l'hexagone d'un nid de guêpe, la courbe parfaite d'une liane. Il était dans son sanctuaire, un monde de formes pures. L'accident fut d'une soudaineté et d'une violence inouïe. Il naviguait dans une section plus rapide du fleuve, où l'eau tourbillonnait autour de rochers à moitié submergés. Banyu, à la barre, semblait concentré, son visage habituellement impassible tendu par l'effort. Soudain, il y eut un choc terrible, un bruit de bois qui se brise, et le bateau fut projeté latéralement. Keto fut projeté de son siège, son carnet s'envolant. Il vit, dans un éclair, un énorme tronc d'arbre à la dérive, un sous-marin de bois à moitié submergé, que le courant avait projeté contre eux. Le bateau gita violemment. Les touristes allemands crièrent, s'agrippant au banc. Banyu tenta de redresser la barre, mais la coque, éventrée, prenait l'eau à une vitesse terrifiante. En l'espace de quelques secondes, le bateau se remplit d'eau boueuse et commença à sombrer. Keto, malgré son âge, réagit avec un calme instinctif. Il se débarrassa de ses sandales et de son sac, sachant qu'il l'entraînerait vers le fond. L'eau froide et opaque l'engloutit. Il fut aspiré dans un tourbillon de débris, de branches et de courants puissants. Il lutta pour remonter à la surface, ses poumons en feu. Il aperçut la tête du jeune Allemand, puis plus rien. Il vit Banyu s'agripper à un bidon d'essence, avant d'être emporté par le courant. Puis, sa propre tête heurta quelque chose de dur, une branche ou un rocher. Il vit une explosion de lumière blanche, puis le silence vert de la jungle laissa place à une obscurité totale. Le maître du papier, l'homme qui avait passé sa vie à créer de l'ordre à partir d'une simple feuille, était maintenant un débris de plus, emporté par le chaos du fleuve. Le retour à la conscience fut une agonie. Ce ne fut pas un réveil, mais une lente et douloureuse extraction d'un brouillard de douleur et de confusion. La première sensation fut celle de l'eau dans sa bouche, dans son nez, dans ses poumons. Une toux violente et spasmodique le secoua, expulsant un mélange d'eau boueuse et de bile. Il haleta, aspirant de grandes goulées d'air humide et lourd, chaque inspiration une lame de rasoir dans sa gorge. Il était allongé sur le ventre, son visage à moitié enfoui dans une boue tiède et malodorante. Il essaya de bouger, mais chaque muscle de son corps protestait, endolori par la lutte contre le courant. Une douleur fulgurante dans sa tempe droite lui rappela le choc.
Il se retourna péniblement sur le dos, un gémissement s'échappant de ses lèvres. Au-dessus de lui, une canopée d'un vert dense et impénétrable filtrait la lumière du jour, créant une pénombre mouchetée. Il était dans la jungle. Il était vivant. Il se redressa lentement, s'asseyant, le monde tournant autour de lui. Il était sur une petite berge de boue et de sable, au bord du fleuve qui continuait de couler, indifférent à la tragédie. Il regarda autour de lui. Il n'y avait aucun signe du bateau, aucun signe des autres passagers. Il était seul. Complètement et absolument seul. La réalisation de sa solitude fut une vague de froid qui le traversa, plus glaçante encore que l'eau du fleuve. Il appela, sa voix rauque et faible, « Banu ! Helmut ! Anna !» Le seul son qui lui répondit fut le cri moqueur d'un oiseau invisible. Il fit un bilan de sa situation, son esprit, bien que confus, essayant de reprendre le contrôle. Il était vêtu d'une simple chemise en lin et d'un pantalon léger, tous deux déchirés et trempés. Il était pieds nus. Il n'avait rien. Pas de couteau, pas de boussole, pas de nourriture, pas de moyen de faire du feu. Son précieux carnet de croquis, ses pinceaux, son encre, tout avait disparu. Il était nu, métaphoriquement et littéralement, face à l'une des natures les plus hostiles de la planète. Il se leva, chancelant, et commença à marcher le long de la berge, scrutant le fleuve et la rive opposée, cherchant le moindre signe de vie ou de débris utiles. Il ne trouva rien d'autre que des branches et des feuilles charriées par le courant. Le soleil commença à décliner, et avec lui, une nouvelle peur s'installa. La peur de la nuit. Il savait que la jungle, déjà intimidante le jour, devenait un royaume de prédateurs la nuit. Il devait trouver un abri, un endroit où il se sentirait un minimum en sécurité. Il s'éloigna de la berge et s'enfonça de quelques mètres dans la forêt. La végétation était si dense qu'il devait se frayer un chemin à travers un enchevêtrement de lianes et de feuilles géantes. Il trouva enfin un endroit qui lui semblait convenable, le creux formé par les énormes racines aériennes d'un figuier étrangleur, une sorte de petite grotte végétale. Il s'y blottit alors que l'obscurité tombait avec une rapidité tropicale. La nuit fut un cauchemar sensoriel. Le son de la jungle, déjà assourdissant le jour, s'intensifia, se transforma. Il y avait des grognements, des sifflements, des craquements de branches, des cris étranges qui semblaient venir de toutes les directions à la fois. Chaque son était une menace potentielle. Il resta là, immobile, les yeux grands ouverts dans le noir, son cœur battant à tout rompre. Le froid humide de la nuit s'infiltra dans ses vêtements, le faisant grelotter. Et la soif, une soif lancinante, commença à le torturer. C'est au milieu de cette nuit de terreur, alors qu'il était au plus profond du désespoir, qu'une pensée, une image, lui vint à l'esprit. L'image d'une simple feuille de papier carré. L'image de ses propres mains, la pliant, créant à partir de cette surface plane une forme tridimensionnelle, un objet utile. Il se souvint d'un de ses premiers modèles, l'un des plus simples mais aussi des plus parfaits, le masu, la petite boîte carrée traditionnelle, utilisée autrefois pour mesurer le riz, et qui, si elle était faite avec du papier résistant, pouvait contenir de l'eau. Une idée folle, absurde, commença à germer. Et si les principes de son art, la transformation d'une surface plane en un objet fonctionnel, pouvaient être appliqués ici? Il n'avait pas de papier. Mais la jungle, elle, était faite de feuilles. Des millions de feuilles. L'aube arriva enfin, non pas comme une promesse de salut, mais comme une simple trêve dans la terreur de la nuit. La lumière grise et diffuse qui filtrait à travers la canopée révéla un monde dégoulinant d'humidité, chaque feuille, chaque branche perlée de condensation. Pour Keto, cette humidité omniprésente était à la fois une bénédiction et une malédiction. Elle lui rappelait cruellement sa soif, qui était devenue une douleur physique, une sensation de brûlure dans sa gorge et une lourdeur dans sa tête. Mais elle était aussi une promesse d'eau. Il lécha les gouttes de rosée sur les feuilles à sa portée, un soulagement dérisoire mais qui lui donna un regain d'énergie. Il savait qu'il devait trouver un moyen de collecter cette eau, et l'idée qui lui était venue pendant la nuit, l'idée du masu, était devenue une obsession. Il quitta son abri précaire et commença sa recherche. Il ne cherchait plus des survivants. Il cherchait la feuille parfaite. Il ne cherchait pas n'importe quelle feuille. Il avait besoin d'une feuille qui possédait des qualités similaires à celles du papier washi de haute qualité qu'il utilisait pour ses créations les plus complexes. Elle devait être grande, bien sûr, mais aussi souple, résistante à la déchirure, et surtout, relativement imperméable. Il examina des dizaines de plantes. Les feuilles de bananier sauvage étaient immenses, mais elles se déchiraient trop facilement le long de leurs nervures. Les fougères étaient trop fragiles, se brisant au moindre pli. Il continua sa recherche, son esprit d'artisan analysant les propriétés de chaque matériau végétal avec une concentration intense. Enfin, il la trouva. Une plante aux feuilles larges et épaisses, en forme de cœur, d'un vert sombre et luisant.
C'était une espèce de taro sauvage, le alocasia. Il se souvint d'avoir vu les peuples indigènes les utiliser comme des parapluies improvisés. La surface de la feuille était cireuse, hydrophobe. L'eau perlait dessus sans la pénétrer. C'était le papier parfait. Il en coupa une, la plus grande qu'il put trouver, en utilisant une pierre à l'arête vive. Maintenant, il devait la transformer en un carré. C'est le premier principe de l'origami, le fondement de tout l'art. Le carré est une forme de pureté, d'équilibre, le point de départ de toutes les possibilités. Il posa la grande feuille sur une surface de terre relativement plate, et avec son ongle, il traça les lignes. Il plia un coin pour l'aligner avec le bord opposé, créant un triangle, puis il coupa l'excédent. Il avait maintenant son carré, une surface de travail d'environ 50 cm de côté. Il se sentit envahi d'un calme étrange. Il n'était plus un naufragé. Il était un artiste dans son atelier. Il commença le pliage du masu. Ses doigts, bien que tremblants de faiblesse, se mouvaient avec une assurance instinctive. Il commença par les plis diagonaux, marquant la feuille d'un coin à l'autre, puis il la déplia. Il plia ensuite chaque coin vers le centre, créant un carré plus petit. Chaque pli devait être précis, chaque ligne nette. La feuille était plus épaisse et moins coopérative que le papier, mais il s'adapta, utilisant le poids de son corps pour presser les plis, les marquant avec son ongle. Il continua, suivant la séquence de mémoire, une danse de ses doigts qu'il avait répétée des milliers de fois. Il plia les bords vers le centre, puis ouvrit les rabats, créant les 4 parois de la boîte. L'étape finale, la plus délicate, consistait à verrouiller la structure en rentrant les pointes dans les plis. Il y parvint. Il tenait dans ses mains une boîte verte, une création géométrique parfaite, née de la jungle. C'était son premier masu de feuilles. Il le posa sur le sol et attendit. Il plaça d'autres grandes feuilles au-dessus, inclinées pour que les gouttes de condensation s'écoulent et tombent dans sa boîte. Goutte à goutte, le récipient commença à se remplir d'une eau claire et fraîche. Après 1 heure, il avait recueilli l'équivalent d'un petit verre. Il prit la boîte avec une précaution infinie, la porta à ses lèvres et but. L'eau n'avait jamais eu un goût aussi doux, aussi précieux. C'était le goût de la vie, le goût de l'ingéniosité. Il avait plié la jungle à sa volonté. Il avait transformé un principe artistique en un outil de survie. Un immense sentiment de soulagement et de puissance le submergea. Il n'était pas impuissant. Il avait son article. Et son art allait le maintenir en vie. La maîtrise de l'eau fut la première victoire, mais Keto savait que ce n'était qu'une étape. La jungle était un adversaire aux multiples visages, et le froid humide des nuits, les pluies torrentielles et la faune omniprésente étaient des menaces constantes. Son abri précaire dans les racines du figuier étrangleur n'était qu'une cachette, pas une protection. Il avait besoin d'un véritable refuge, un endroit sec et sûr où il pourrait se reposer et planifier ses prochains mouvements. Une fois de plus, il se tourna vers les principes de son article. L'origami n'est pas seulement l'art de créer des formes, c'est aussi l'art de créer des structures. Un simple pli peut transformer une feuille de papier fragile en une poutre rigide. Une série de plis en accordéon peut créer une surface capable de supporter un poids bien supérieur à celui de ses composants. Il commença à observer la jungle non plus comme une source de feuilles, mais comme un entrepôt de matériaux de construction. Il trouva un endroit qui lui semblait propice, un petit renfoncement dans une paroi rocheuse, qui offrait déjà une protection sur 2 côtés. Il commença par construire une charpente. Il ramassa de longues branches de bambou, légères et incroyablement résistantes. Il les lia ensemble en utilisant des lianes fines et souples, qu'il tressa pour en augmenter la solidité. Il ne les lia pas au hasard. Il créa une série de triangles, la forme la plus stable en ingénierie, un principe qu'il utilisait souvent dans les bases de ses modèles d'origami les plus complexes pour assurer leur stabilité. Il construisit un cadre triangulaire simple, une structure de type lean-to, qu'il appuya contre la paroi rocheuse. Maintenant, il avait besoin d'un toit. Il retourna vers ses amis les taros sauvages et coupa des dizaines de leurs grandes feuilles imperméables. Il les disposa sur sa charpente comme des tuiles, en les superposant pour que l'eau de pluie s'écoule sans pénétrer à l'intérieur. Il les fixa avec d'autres lianes, créant un toit végétal étonnamment efficace. Il passa ensuite à l'intérieur. Il recouvrit le sol de couches de fougères et de feuilles sèches pour l'isoler de l'humidité du sol, créant un matelas rudimentaire mais confortable. En l'espace d'une journée de travail acharné, il s'était construit un abri. C'était petit, primitif, mais c'était le sien. C'était un espace d'ordre et de sécurité au milieu du chaos de la jungle. Mais l'abri et l'eau ne suffisaient pas. Il avait besoin d'outils. Son couteau suisse était au fond du fleuve, et il se sentait terriblement vulnérable sans une lame. Il essaya d'aiguiser des bâtons, mais le bois de la jungle était souvent trop tendre ou trop humide. Il pensa à nouveau au pliage. Pourrait-il créer un outil à partir d'une feuille?
L'idée semblait absurde. Mais il se souvint d'avoir lu des articles sur des techniques de fabrication de papier composite. Il commença à expérimenter. Il récolta la sève laiteuse et collante d'un arbre à caoutchouc. Il prit plusieurs feuilles de palmier, plus fibreuses et rigides que les feuilles de taro. Il les plia en une forme de pointe de lance, couche après couche, en enduisant chaque couche de sève de caoutchouc. Il laissa ensuite sa création sécher au soleil pendant plusieurs jours. Le résultat fut surprenant. La sève, en séchant, avait agi comme une résine, liant les fibres des feuilles en un matériau composite, léger mais incroyablement dur et rigide. La pointe était assez acérée pour creuser la terre ou pour être utilisée comme une arme de défense rudimentaire. Il avait créé un couteau de feuilles. Son esprit, maintenant entièrement tourné vers l'application de l'origami à la survie, commença à voir des possibilités partout. Il plia de petites feuilles en forme de funelle pour canaliser plus efficacement l'eau de pluie vers ses récipients. Il créa des éventails pour attiser les braises d'un feu, s'il parvenait un jour à en faire un. Il plia même de petites boîtes pour stocker les baies ou les insectes comestibles qu'il commençait à identifier. Chaque objet était une petite victoire, une affirmation de son intelligence sur l'hostilité de son environnement. Il ne se contentait plus de subir la jungle, il commençait à dialoguer avec elle, à utiliser ses propres éléments pour la transformer. Son art, autrefois un luxe de la civilisation, une quête de beauté abstraite, était devenu son outil le plus pragmatique, le plus essentiel. C'était la clé de sa survie. Après plusieurs jours, une fois les besoins les plus immédiats, l'eau, l'abri, un semblant de sécurité satisfait, une nouvelle angoisse, plus profonde, commença à s'installer dans l'esprit de Keto. La solitude. Et avec elle, la prise de conscience que la survie passive ne suffisait pas. Il ne pouvait pas rester ici indéfiniment. Ses réserves de force diminuaient, et les dangers de la jungle, une blessure, une maladie, une rencontre avec un prédateur étaient constants. Il devait être secouru. Mais comment? Il était une aiguille dans une botte de foin de la taille d'un pays. Personne ne savait où il était. Les recherches, s'il y en avait, couvriraient des milliers de kilomètres carrés de jungle impénétrable. Un feu. L'idée lui traversa l'esprit, mais il la rejeta rapidement. Faire un feu sans outils était presque impossible. Et même s'il y parvenait, la fumée serait probablement dissipée par la canopée dense avant d'être visible du ciel. Il avait besoin de quelque chose de différent. Quelque chose qui se démarquerait. Quelque chose d'inattendu. Quelque chose d'artificiel dans ce monde organique. Il s'assit devant son abri, contemplant la canopée au-dessus de lui, ce plafond de verdure qui était à la fois sa protection et sa prison. Et il pensa à son article. L'origami est l'art de créer des formes géométriques pures à partir de la nature. Un carré, un triangle, une ligne droite. Ces formes n'existaient pas dans le chaos fractal de la jungle. Un grand carré rouge ou un triangle jaune, placé au sommet d'un arbre, serait un signal immédiatement reconnaissable pour un pilote d'hélicoptère ou d'avion de recherche. Ce serait une anomalie, une signature de l'intelligence humaine. L'idée était née. Il allait créer un signal de détresse en origami. Un signal géant. Il commença par chercher les matériaux. Il avait besoin de couleurs. Le vert était inutile, il se fondrait dans le décor. Il passa une journée entière à explorer son petit territoire, non plus à la recherche de feuilles pour leur fonctionnalité, mais pour leur couleur. Il trouva ce qu'il cherchait. Une espèce d'orchidée sauvage produisait de grandes fleurs d'un rouge éclatant. Il en récolta des dizaines, avec un soin infini. Il trouva également une sorte de champignon qui poussait sur les troncs d'arbres en décomposition, d'un jaune soufre presque fluorescent. Il découvrit que l'argile près de la rivière, une fois séchée, prenait une couleur ocre pâle. Il avait sa palette de couleurs. Maintenant, il avait besoin de sa toile. Il avait besoin de créer une grande feuille de papier à partir des matériaux de la jungle. Il retourna vers les palmiers, dont les feuilles étaient longues et fibreuses. Il les coupa et les ramena à son campement. Il les martela avec une pierre plate pour en briser les fibres, les rendant plus souples. Puis, il commença à les tisser ensemble, créant une grande natte rectangulaire d'environ 2 mètres sur 2. C'était un travail long et fastidieux, mais ses doigts, habitués à la manipulation précise du papier, s'adaptèrent rapidement à ce nouveau matériau. Une fois sa feuille de palmier tissée prête, il commença à la peindre. Il écrasa les pétales des orchidées rouges, libérant leurs pigments, et l'étala sur une moitié de la natte. Il fit de même avec les champignons jaunes sur l'autre moitié. Le résultat fut une surface bicolore, rouge et jaune, aux couleurs vives et absolument non naturelles dans cet environnement. Il avait maintenant sa feuille de papier géante et colorée. Il la laissa sécher pendant une journée entière. Le lendemain, il était prêt pour le pliage. Il ne choisit pas une forme au hasard. Il choisit l'une des formes les plus simples et les plus reconnaissables de l'origami,
le yacht ou voilier. C'était une forme simple, principalement composée de triangles, facile à plier même avec un matériau rigide, et qui serait immédiatement identifiable comme une création humaine. Le pliage d'une feuille de 2 mètres de côté était un défi physique. Il devait utiliser tout son corps pour marquer les plis, marchant dessus, utilisant de grosses pierres pour les maintenir en place. Mais les principes restaient les mêmes. Il créa la base préliminaire, puis la base du cerf-volant, et enfin, il plia les derniers abats pour former la voile et la coque du bateau. Il avait réussi. Devant lui se trouvait un voilier de plus d'1 mètre de haut, d'un rouge et d'un jaune éclatant. C'était une œuvre d'art absurde et magnifique, un cri de défi lancé à la jungle. Avoir créé le signal était une chose. Le rendre visible en était une autre. Le voilier de feuilles, posé sur le sol de la jungle, était invisible depuis le ciel. Keto devait le hisser au sommet de la canopée, sur l'arbre le plus haut qu'il pourrait trouver. C'était peut-être la partie la plus dangereuse de son plan. Il passa une demi-journée à chercher l'arbre parfait. Il le trouva enfin, un capoquier majestueux, un des géants de la forêt, dont la cime émergeait au-dessus du reste de la canopée, créant une petite île de lumière dans l'océan de verdure. Son tronc était droit, mais couvert de lianes et de plantes épiphytes qui pourraient lui servir de prise. L'ascension serait un défi d'escalade, une discipline qu'il n'avait jamais pratiquée. Il n'avait pas de corde, pas de harnais. Il ne pouvait compter que sur sa propre force, son agilité et sa concentration. Et il devait emmener son fragile chef-d'œuvre avec lui. Il commença par fabriquer un système de portage. Il utilisa des lianes tressées pour créer une sorte de sac à dos dans lequel il pourrait glisser le voilier plié. Puis, il commença à grimper. Les premiers mètres furent relativement faciles, les grosses racines lui offrant de bonnes prises. Mais plus il montait, plus le tronc devenait lisse et vertical. Il devait se fier aux lianes, testant chacune d'entre elles avant de lui confier son poids. Certaines étaient solides comme de l'acier, d'autres pourries et se cassaient dans sa main. C'était une montée lente, épuisante, terrifiante. Il ne regardait jamais en bas. Il se concentrait uniquement sur la prochaine prise, le prochain mouvement. Son corps, affaibli par des jours de privation, protestait. Ses muscles brûlaient, ses mains étaient à vif. Mais il continuait, animé par une volonté de fer. Il était un insecte grimpant sur l'écorce d'un géant. Il fut attaqué par des fourmis qui lui mordirent les mains et le cou. Il dut déloger un serpent qui dormait dans une crevasse. Mais il continua. Après ce qui lui parut une éternité, il atteignit les premières branches, à plus de 30 mètres du sol. Il se reposa un instant, le cœur battant à tout rompre, puis il continua, grimpant de branche en branche, toujours plus haut. Il arriva enfin à la cime de l'arbre. Il était au-dessus de la canopée. Le spectacle était à couper le souffle. Il voyait un océan de verdure s'étendant à perte de vue, sous un ciel immense. Il était une minuscule créature au sommet du monde. Il se sentait à la fois triomphant et terriblement exposé. Il sortit délicatement son voilier de son sac à dos et le déplia. Il l'attacha solidement à la plus haute branche avec des lianes, s'assurant qu'il était bien visible et qu'il ne serait pas emporté par le vent. Le voilier rouge et jaune flottait maintenant au-dessus de la jungle, un signal géométrique et coloré, une anomalie dans le chaos vert, une signature de l'intelligence humaine. C'était un message. Un message qui disait « Je suis ici. Je suis en vie ». La descente de l'arbre fut presque aussi périlleuse que la montée, mais Keto était animé d'une nouvelle énergie. L'espoir. De retour dans son petit campement, une nouvelle phase de sa survie commença, l'attente. C'était peut-être l'épreuve la plus difficile de toutes, une épreuve pour l'âme. Il avait fait tout ce qu'il pouvait. Son destin n'était plus entre ses mains. Il devait maintenant faire confiance. Il continua sa routine de survie, collectant de l'eau, cherchant de la nourriture. Mais ses journées étaient maintenant rythmées par l'attente. Il passait des heures à scruter le ciel, tendant l'oreille pour percevoir le moindre son qui ne serait pas celui de la jungle. Chaque oiseau qui passait était un faux espoir. Chaque bruissement du vent dans les feuilles était un moteur d'avion imaginaire. Pour ne pas sombrer dans le désespoir, il se tourna une fois de plus vers son article. Il n'avait plus besoin de plier pour survivre physiquement, mais il avait besoin de plier pour survivre mentalement. Il commença à créer de petites figurines d'origami à partir des feuilles qu'il trouvait autour de lui. Il plia une grenouille, un papillon, un poisson. Chaque création était un acte de méditation, un moyen de maintenir la discipline de son esprit, de créer de l'ordre et de la beauté au milieu de l'incertitude. Il pliait pour se souvenir de qui il était. Il n'était pas seulement un survivant. Il était un artiste. Un jour, alors qu'il était en train de plier une grue, le tsuru, le symbole de la chance et de la longévité, il entendit un son. Un son différent. Un son lointain, mais régulier, mécanique. Un ouin-point-point.
Il se figea, n'osant y croire. Le son se rapprocha. C'était un hélicoptère. Il se précipita hors de son abri et regarda le ciel. Il le vit. Un petit point noir qui grossissait. Il se mit à agiter les bras, à crier, les larmes coulant sur ses joues. L'hélicoptère sembla passer au loin, et son cœur se serra. Mais ensuite, il vira et se dirigea droit vers lui. Ils avaient vu son signal. Il l'avait vu. L'hélicoptère descendit en piqué et survola la cime de l'arbre où flottait son voilier rouge et jaune. Puis, il se dirigea vers une petite clairière à proximité, et un homme descendit le long d'une corde. Le soulagement fut si intense que les jambes de Keto se dérobèrent et il s'effondra sur le sol. Plus tard, à bord de l'hélicoptère, enveloppé dans une couverture chaude, il regarda par le hublot la jungle qui s'éloignait. Il tenait dans sa main la petite grue de feuilles qu'il était en train de plier. Il avait survécu. Son art, cet art de la patience, de la précision et de la transformation, l'avait sauvé. Il avait plié la jungle, et à la fin, c'est la jungle qu'il avait redéfinie, non plus seulement comme un maître de l'origami, mais comme un maître de la vie elle-même. Le retour à la civilisation fut un choc culturel inversé. Après des semaines passées dans le silence vert de la jungle, le bruit, les lumières et l'agitation du monde moderne étaient une agression. À l'hôpital de Cushing, les médecins et les infirmières étaient stupéfaits par son histoire, mais surtout par son état. Il était émacié, déshydraté, couvert de piqûres d'insectes et d'égratignures, mais il était remarquablement indemne, son esprit d'une clarté et d'une sérénité déconcertantes. L'histoire de sa survie fit le tour du monde. Le maître de l'origami de Bornéo titrait les journaux. On le présenta comme un héros, un survivant miraculé. Des équipes de télévision vinrent l'interviewer, des éditeurs lui proposèrent des contrats pour un livre. Mais Keto refusa poliment toute cette agitation. Il ne se sentait pas comme un héros. Il avait simplement fait ce qu'il fallait pour survivre, en utilisant les seuls outils qu'il possédait. Il passa plusieurs semaines à l'hôpital pour récupérer, et pendant ce temps, il ne cessa de plier. Il n'utilisait pas de papier. Il utilisait les serviettes en papier, les emballages de médicaments, les feuilles des magazines qu'on lui apportait. Il pliait des centaines de grues, de fleurs, d'animaux, qu'il offrait aux autres patients et au personnel de l'hôpital. C'était sa manière de remercier, de partager la discipline qu'il avait sauvée. Son art avait changé. Avant Bornéo, il cherchait la perfection, la complexité, la reconnaissance de ses pairs. Maintenant, il cherchait la simplicité, la signification. Un simple masu plié avec une feuille de journal avait plus de valeur à ses yeux que le dragon le plus complexe qu'il ait jamais créé. Il avait compris que la véritable essence de son art n'était pas dans le résultat final, mais dans le processus de transformation lui-même. C'était la capacité de voir le potentiel dans une simple feuille, de créer de l'ordre à partir du chaos, de la fonction à partir de la forme. De retour au Japon, il ne reprit pas immédiatement sa vie d'artiste de renom. Il passa des mois dans sa petite maison près de Kyoto, à méditer et à marcher dans la forêt de bambous. Il sentait qu'il avait une dernière œuvre à créer, une œuvre qui serait l'aboutissement de son expérience. Il ne chercha pas un papier rare ou précieux. Il alla dans la forêt et choisit une grande feuille de bananier. Il la prépara avec un soin infini, la pressant, la séchant, la traitant pour la rendre aussi souple et résistante que possible. Puis, il commença à plier. Il ne plia pas un dragon, une grue ou une fleur. Il plia un modèle d'une simplicité et d'une complexité déconcertantes. Une forme abstraite qui était à la fois une feuille, un abri, un récipient, un signal. Une forme qui contenait toute son histoire, toute sa gratitude, toute la sagesse qu'il avait apprise dans le silence vert. Il appela cette œuvre la feuille de vie. Elle fut exposée une seule fois, dans une petite galerie de Kyoto, sans aucune publicité. Mais ceux qui la virent comprirent. Ils ne virent pas seulement un pliage de feuilles. Ils virent l'histoire d'un homme qui avait affronté la nature la plus sauvage et qui en était revenu transformé, portant en lui le secret le plus simple et le plus profond de tous, que même dans le désespoir le plus total, avec une simple feuille et la connaissance de la manière de la plier, on peut recréer le monde.